Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Rosario Pajuelo, directrice de l'Agence de promotion des exportations et du tourisme Prom-Pérou en France. Et depuis nos bureaux à Paris, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui nous amènera à la découverte de l'histoire de l'art péruvien à travers de l'époque précolombienne et de la viceroyauté. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Pedro Pablo Alayza Tijero, directeur du musée Pedro de Osma à Lima, que je me remercie d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de vous présenter notre exposant, je voudrais tout particulièrement saluer le Centre culturel péruvien à Paris, CCUP, sa présidente Yolanda Rigo, une péruvienne remarquable pour tout le travail de diffusion qu'elle a réalisé au fil des années. 2021 marque non seulement l'année du bicentenaire du Pérou, mais aussi les 35 ans du CCUP. Joyeux anniversaire à tous les membres qui se joignent aujourd'hui à ce webinaire. Yolanda, une chère amie, nous adressera quelques mots après l'intervention de Pedro Pablo. Merci, Pedro Pablo, d'avoir accepté notre invitation. Et je laisse la parole à Guillaume qui va faire la présentation de toute la trajectoire, le parcours qu'il a fait lors de toute sa vie, la recherche sur l'art péruvien. Merci. Guillaume? Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents pour donc ce webinaire et donc sur le métissage dans l'art péruvien, et d'aujourd'hui donc héritage de l'époque précolombienne et vice-royale. Donc pour présenter un peu notre invité, Pedro Pablo Alayza Tijero, directeur du musée de Pedro Osma, diplômé en archéologie et histoire de l'art à l'Université libre de Bruxelles, Belgique. Avec plus de 30 ans d'expérience en gestion, il a participé à plusieurs projets culturels dans des institutions privées et publiques comme la direction culturelle de l'Institut culturel péruvien nord-américain ICPNA. Et donc, en même temps, hop, je vais passer la diapo. Il a occupé le poste de directeur adjoint du Musée national d'archéologie, d'anthropologie et d'histoire du Pérou, MNAHP, de 1991 à 1994, mais également celui de directeur du Musée d'art de Lima, Mali, de 1995 à 1999. Et donc, comme je le disais au début, et avec cette introduction, il est actuellement directeur du musée Pedro de Osma à Barranco, à Lima, professeur nommé à l'Université nationale Mayor de San Marcos et candidat également à un master en art péruvien et latino-américain dans une spécialisation en histoire de l'art dans cette même université. Voilà, je pense que j'ai fait une présentation assez large. Donc voilà, vous avez la diapositive. Je vais laisser la parole donc à notre invité, que je remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Pour moi, ici, c'est 7h30 du matin, c'est un peu tôt, mais je suis très content d'être à cet webinaire. Et je remercie d'abord au bureau péruvien de Prom-Pérou à Paris, à Rosario Pajuelo, Mariana Corbest, avec qui on a fait plusieurs rencontres à Paris, surtout, et aussi à Yolanda Rigo, pardon, qui est la directrice depuis très longtemps, elle fait déjà 35 ans à la tête de CCUP, qui lidère tous les mouvements culturels péruviens à Paris. Et donc, je suis très content aussi de travailler avec elle ce matin. L'idée de cette rencontre est née à partir de quelques conversations qu'on a eues avec Mariana Corbès, surtout au départ. Et c'est un peu montrer la continuité de quelques traces d'art péruvien depuis très, très tôt dans les temps.
Alors, il y a quelques années, je suis nommé au musée d'art de Barranco, le musée d'art colonial Pedro de Osma, et c'est là où on a eu l'intention justement de combiner ce qui était l'art colonial de la période vice-royale au Pérou avec les restes précolombiens. Du fait même que 90% de la collection de peinture et d'art colonial du musée venait de Cusco, des siècles du 16e au 18e ou même 19e siècle. Et alors, on avait voulu montrer qu'est-ce qui s'est passé à Cusco avant l'époque coloniale. Et c'est à partir de cette intention, en fait, qu'on a parvenu à acquérir en quelque sorte une collection de Cusco dont on peut voir les queros, que sont ces gobelets dont on buvait la chicha, la bière faite de maïs par les Incas et même bien auparavant, au temps de Tiahuanaco et même au début de l'ère chrétienne. Non? Et c'est là où on a mis ensemble les tableaux coloniaux et les biens précolombiens, chose qui n'est pas très commun au Pérou, du même fait qu'on fait des séparations très radicales parmi les arts précolombiens et l'art colonial, et ainsi de suite. On fait des coupures de l'histoire de l'art en tranches bien distinguées, de telle sorte qu'on ne puisse pas, des fois, reconnaître les liens de l'un à l'autre. Et ici, alors, on a prétendu jouer un peu ce que avait fait Fernand Braudel pour la Méditerranée. Enfin, c'est un peu prétentieux, mais en fait, c'est les sud des Andes, autour du lac Titicaca et autour de Cusco, où il se sont passés pas mal de moments importants de l'histoire précolombienne, et même durant la période coloniale. Cusco et Potosí en Bolivie ont joué un rôle très important pendant ce siècle-là. Alors, on a fait cette nouvelle salle, on appelle la salle de l'art du Sud andin, dont on a mis, comme je vous racontais, ensemble les trois cultures, trois périodes très précises, sont les périodes Tiahuanaco, qui courent depuis le siècle 5e jusqu'au 11e ou 12e siècle, et puis les Incas, qui sont présents et très puissants dans les 15e et 16e siècles, et ce qui s'est passé juste après avec la période coloniale. Non? Et si vous voyez l'image qui est à droite, ils sont là des gobelets Tiahuanaco au départ, puis les gobelets Incas et les gobelets coloniaux. C'est-à-dire, ce sont les mêmes sortes de gobelets qui s'appellent les queros, non? Dont on buvait la chicha, dans plus ou moins plus d'un millier d'années. Et ces queros sont même utilisés jusqu'aujourd'hui à la ville de Cusco, du sud du Pérou, on boit la chicha encore. Bon, l'histoire, c'était qu'on a fait cette nouvelle salle à partir de ces tableaux qu'on voit au fond de la salle. Ce sont des tableaux coloniaux du 18e, 19e siècle, dont on a les Incas représentés. Alors, c'est à partir de cette type de tableau où les Incas sont représentés au 18e et du 19e siècle, dont on a décidé de faire une nouvelle salle dont on peut voir ce qui s'est passé avec les Incas auparavant, c'est-à-dire avant l'arrivée des Espagnols. Et on a trouvé qu'il y a plusieurs éléments qui se sont maintenus vivants depuis les périodes Tiahuanaco qu'on verra tout à l'heure, non, durant les temps des Incas et au temps colonial aussi. Et même aujourd'hui, ce sont des choses que les gens continuent à utiliser pour voir la chicha, qui c'est cette boisson que je vous ai déjà dit, c'est la bière faite de maïs. Ici, par exemple, on voit les gobelets, les fameux arribalos cusqueniens et la peinture coloniale en même temps. Et l'idée, c'est de montrer aux gens que la période coloniale n'est pas seulement une période d'art
dont on fait une des mauvaises copies de la peinture européenne, mais qu'il s'agit plutôt d'une création locale, métisse, dont il y a pas mal de racines précolombiennes, de l'idéologie indienne qui est présente dans ces tableaux. Et même l'esthétique, on verra tout à l'heure aussi comment cette source précolombienne ont influencé la peinture coloniale et même jusqu'à aujourd'hui. Non, ce sont ici les tableaux coloniaux dont on voit les Incas représentés. Vous pouvez voir les tableaux du milieu. Il s'agit là de mariage de la dernière princesse Inca avec le petit-neveu de San Ignacio de Loyola, le chef de l'ordre, le fondateur de l'ordre des Jésuites. Et alors là, il s'agissait d'une alliance politique entre l'élite Inca et l'élite jésuite depuis très tôt au Pérou, depuis le XVIe siècle, qui s'est maintenu jusqu'au XVIIIe, quand les jésuites ont été expulsés de l'Empire espagnol. Et alors, cette histoire commence en fait à Tiahuanaco, c'est un site qui se trouve autour du lac Titicaca, pas loin de la frontière péruvienne et bolivienne, dont on a c'est une population qui s'est développée autour du lac Titicaca et qui ont bien profité de ce territoire qui est assez dur à vivre du fait même de l'altitude, du climat, mais qui ont réussi à faire une civilisation très sophistiquée avec la fameuse porte du soleil, non, dont on voit cette fameuse déité qui soutient deux bâtons de chaque côté, qui sont des pièces, une pièce d'andésite, d'une seule pièce qui pèse des tonnes, qui est toute une merveille du point de vue technique, et qui est un peu le symbole de Tiahuanaco, qui se trouve, comme je vous dis, dans les territoires boliviens aujourd'hui. Ce sont les pièces qu'on a dans la salle. Au premier plan, les brûleurs d'encens, et de l'autre côté sont toutes les variétés possibles de kéros avec lesquels on buvait la chicha, comme je vous avais dit. Et il s'agit ici d'un kéro fait en argent, qu'on appelle des aquilles. Non, on faisait des kéros en céramique, en bois, en métal et même en pierre. Une série classique de Kéros Tiahuanaco avec la face du dieu du bâton qui se trouve au centre de la porte du soleil, c'est une sorte d'emblème permanent. C'est notre Kéros très classique de Tiahuanaco, très beau, c'est très sophistiqué, c'est une des pièces que je préfère, que j'aime le plus de la collection. Et ce sont des pièces qui ont été faites pendant le siècle V jusqu'au siècle XII. Un autre kéros avec un serpent, qui est une image très importante du point de vue symbolique. Le serpent joue un rôle mythologique assez large. Je ne vais pas m'arrêter trop parce que autrement on n'aura pas le temps de voir toute la présentation. Ici, c'est un couple. En fait, ici, se faisaient des couples de kéros parce qu'on faisait des toasts, non? On faisait un brindis entre une personne et l'autre. Et ils doivent boire dans des gobelets identiques. Ici, c'est un couple de aquilles faites en bronze. Non? Il y a même des kéros avec des formes de portraits. C'est toute la large variété de kéros tiahuanaco qu'on peut voir dans la salle. Non? Il y a des kéros noirs et des kéros rouges, qui ça dépend un peu plutôt de la façon de coction, non? Pour acquérir cette couleur. Et aussi, c'est intéressant de voir la quantité. Non? Ici, on a mis tout ce qu'on a pu dans la salle, mais il y a des centaines, des milliers de pièces de cet ordre-là. Alors, c'est-à-dire, c'est une pièce très commune et très populaire. Non? Ici, un couple de brûleurs d'encens qui ont été utilisés durant les rituels de Tiahuanaco. Quand on voit la face du félin au sommet, ce sont aussi des pièces très populaires, très, très caractéristiques de l'art de l'eau plateau. C'est-à-dire, il faut dire aussi que les Tiahuanaco ont eu des colonies, hein, ont eu des colonies
colonies sur la côte péruvienne et même dans l'Amazonie. Et c'est une vue seulement pour vous montrer les lacs. C'est le lac Titicaca qui est un immense lac antérieur, très haut, sur les 3800 mètres d'altitude, où c'est aussi les lieux d'origine mythologique des Incas. Et c'est les Incas aussi qui, à partir de la conquête de l'eau plateau de l'ancien territoire Tiahuanaco, qui ont commencé les immenses conquêtes qui ont fait de Tahuantinsuyo, ou l'empire des Incas, le plus large empire des Amériques. Et les Incas aussi, ils ont continué à utiliser ces kéros, vous voyez au côté droit, c'est un kéros très très classique Inca. C'est un art forcément géométrique. Les Incas ils sont parvenus à faire des pièces d'art très sophistiquées à partir de cette idée de l'ordre et des symboles qui se sont réunis là-dedans. Cette ligne zigzaguante qui ressemble plutôt au serpent. Enfin, il y a pas mal de choses à lire là-dedans, mais je crois qu'on a beaucoup à voir. Si ici, vous voyez des kéros, soit kéros Inca et kéros colonial en même temps, sont faits en bois. Non? Les kéros de Tiahuanaco, ils existent aussi en bois, mais dû aux conditions climatiques de l'eau plateau et même pour les temps passés, ils se sont décomposés. Mais on trouve encore beaucoup de kéros Inca et colonial. Ici, c'est un couple de kéros, justement, un couple fait déjà à l'époque, à la fin de l'époque Inca, et c'est un kéros de transition, non? Qui antécède un peu la période coloniale. C'est un kéros très important qui est fait au XVIIIe siècle, à la période coloniale. Il faut dire que durant la période coloniale, les kéros ont en fait réussi à transmettre les anciens gloires des Incas et il s'est même appelé un art de résistance. Pendant la période coloniale, les Incas ont parvenu à retenir pas mal de son idéologie, mais pas mal de son pouvoir même. Ils ont hérité les titres de ses ancêtres et la couronne espagnole a reconnu cette origine noble de ces gens. Ils ont été traités comme des aristocrates à Cusco et même ailleurs. Non? Il faut dire que c'est quelque chose qui est très particulier aux périodes à la couronne espagnole, de reconnaître les couronnes locales. C'est pour ça qu'on parle d'un art vice-royal et pas seulement d'un art colonial. Non? Il y a une alliance qui s'est faite très tôt entre l'élite inca et l'élite espagnole, parce qu'on ne peut pas imaginer gérer un pays comme le Pérou avec seulement quelques douzaines d'Espagnols. C'est aussi les leaders Inca, les caciques Inca qui ont géré les pays avec les Espagnols ensemble. C'est une série de kéros du côté gauche, ce sont les kéros coloniaux, Inca, pardon. Vous voyez la partie supérieure, un kéros fait en céramique, un couple de kéros, il y a à côté un petit couple des kéros en bois. Et du côté droit, ce sont les kéros coloniales dont on a déjà inclus la peinture en couleur, dont on va relater des histoires, des mythes précolombiens, non? Dont les Incas pouvaient transmettre son idéologie à ses descendants. Aussi, une des belles pièces qu'on appelle des conopas, qui sont des pièces rituelles utilisées même jusqu'aujourd'hui par les paysans. Ce sont des pièces de lamas et d'alpacas, qu'il faut dire, les alpacas et les lamas ont été très, très importants pour soutenir l'Empire, pour le transport, pour le commerce, pour la laine, etc., non? Pour les protéines, ce qui pouvait. Et bien sûr, l'argent, ce sont les fameux couple de lamas en argent. L'autre objet qui est utilisé aussi depuis très tôt, c'est les tupus. En fait, il s'agit d'une broche, d'une épingle pour soutenir les manteaux des dames. Ce sont des tupus Tiahuanaco. Ici, il s'agit des tupus Inca, même que ceci.
Non? Et ici, vous voyez le tableau dont on verra tout à l'heure, la princesse Anka qui tient son manteau avec les toupous aux roches, aux l'épingle, non, pour soutenir le manteau. C'est la princesse Anka, la Nusta Béatrice. Non? Et ici, à côté, on peut voir une variété de toupous de la période. Et ici, par exemple, on peut voir jusqu'aujourd'hui, du côté gauche, dans un petit village qui s'appelle Tupé, dans la province du sud de Lima, qui est une dame qui jusqu'aujourd'hui utilise les toupous. Et à droite, l'image de la chronique du chroniqueur indien Huamampoma Dayala du XVIe siècle, dont on voit exactement la même image 500 plus tard, non? C'est aussi pour montrer un peu la continuité de ces traditions. La période vice-royale au Pérou, c'est une période qui était très intéressante de plusieurs points de vue. Bien sûr, il y a tout ce qui a signifié la destruction de l'Empire Inca et la mort des Indiens due aux maladies, et surtout, qui a la plupart de la population indienne, mais aussi c'est une période très riche du point de vue culturel. D'un côté, évidemment, les Indiens, ils ne sont pas tellement compris au départ ce qui s'est passé, et il y a eu une guerre intérieure entre les Incas qui a facilité aux troupes de Pizarro de conquérir le pays. Et aussi, il y a eu des alliances entre les Pizarro et l'élite Inca qui a permis aussi que assez rapidement, en fait, non, les Espagnols ont pris le contrôle du pays. Mais aussi, c'est très intéressant de lire des chroniqueurs coloniaux depuis le XVIe siècle. Ils ont l'admiration qu'ils ont eue en voyant ces énormes chemins pavés, ces palaces immenses taillés en pierre. C'était aussi une surprise, tant d'un côté comme de l'autre. Quelque sorte religieuse, particulièrement les jésuites, ont très tôt compris aussi qu'il fallait s'allier aux Indiens et aux Incas pour pouvoir parvenir à un développement particulier. Alors, les jésuites ont un rôle très important. Ils ont développé une sorte d'utopie jésuite qui a eu de très bons résultats jusqu'à ce 18e siècle où ils ont été expulsés. Jusqu'au XVIIe siècle, Isabelle, la maison royale des Habsbourg, non, les Autrichiens, et dans cette période-là, la relation avec les Indiens était une bonne relation, nous avions un respect parmi l'un et l'autre. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, avec les arrivées de la maison des Bourbons à la couronne espagnole, ils sont morcelés les territoire colonial de l'Amérique du Sud, et là où se sont commencés des problèmes entre l'élite Inca ou les héritiers des Incas avec la couronne espagnole, et ces problèmes ont fini avec la révolte de Tupac Amaru au XVIIIe siècle, un moment à partir de lequel la relation entre le monde indien et le monde espagnol s'est cassée radicalement, et les choses ont changé trop à l'encontre des Indiens même. Il faut dire aussi que ce sont des cultures complètement différentes, non? Et ici, je vais vous montrer quelques images du musée de l'art colonial qu'on a ici, les anges, les archanges. Ici, une image très intéressante. Il s'agit de l'archange arquébusier que vous voyez dans l'image. En fait, l'archange, c'est un guerrier des dieux, mais avec les ailes qui porte sous le dos, est aussi identifié aux anciennes images précolombiennes dont les oiseaux accompagnent les aigles, les autres variétés d'oiseaux accompagnent les guerriers. Et dans ce cas particulier, il s'agit d'une création cusquénienne
dont l'archange porte un arquebus, chose qui n'a été jamais fait nulle part ailleurs. C'est une iconographie tout à fait originaire de Cusco. Et cet archange arquebusier est associé au dieu précolombien de la foudre, Illapa. C'est les sons de tonnerre qui annoncent les pluies, et alors est associé aussi à la fertilité de la terre. Ce sont des lectures assez complexes de la peinture coloniale. D'une première vue, on voyait seulement un archange avec toutes les caractéristiques typiques, mais l'arquebusier donne tout de suite un sens complètement différent. Même les vierges, comme la vierge des Pomata, avec cette panache des plumes, elle et même l'enfant, qui se sont sans doute des traditions indiennes que jusqu'à aujourd'hui on peut voir dans l'île de Taquil et tout autour du lac, qui portent de ces panaches. Alors c'est toujours ces petits éléments indiens locaux qui sont mis sur l'image, sont surposés, collés sur l'image coloniale, qui donne un aspect tout à fait particulier. C'est déjà au XVIIIe siècle où l'or commence à envahir les pièces d'art. Ici aussi, c'est la Vierge enfant filant. C'est une image qui pourrait paraître une image flamande. Vous savez, cette orle de fleurs autour, très obscur, le fond, mais si vous voyez bien les détails, la Vierge enfant file avec les rouets indiens, enfin les rouets andins, et c'est aussi là encore une nouvelle image qui nous montre combien les idées, les traditions, les coutumes indiennes sont intégrées avec la peinture coloniale. Et bien sûr l'argent, qui était travaillé d'abord par des groupes d'Indiens qui avaient une longue tradition précolombienne de travail des métaux, qui s'est maintenu longtemps à l'époque coloniale, le fait même aussi de l'énorme production d'argent qui venait de Cerro Rico de Potosí, la montagne d'argent de Potosí, dont a sorti la grande partie de l'argent qui est voyagé jusqu'en Espagne pour soutenir l'Empire espagnol. La salle de l'argent. Et puis, la peinture même, ici, il s'agit de la généalogie des Incas. Au sommet, à gauche, vous voyez Manco Cápac, le fondateur de la dynastie, et sa femme Mama Orgio, ou Mama Huaco, selon les traditions, avec l'emblème des Incas, et toute la succession des Incas. Je vous avais raconté que les héritiers de ces maisons royales Incas ont demandé des titres nobiliaires ou un traitement différent pour ses descendants à Cusco, et chose qui s'est produit. Si vous connaissez l'histoire de Garcilaso de la Vega, qui était fils d'une dame d'origine inca et d'un espagnol, il a vécu comme un noble en Espagne toute sa vie, et ainsi comme elle, la fille de Pizarro, par exemple, qui a vécu en Espagne, à Trujillo de Extremadura. Donc, jusqu'aujourd'hui, sa famille soutient la fondation Pizarro, et ainsi. Non? Mais cette relation qui était très aisée avec la couronne des Habsbourg s'était cassée, comme je vous avais dit aussi, après la révolte de Tupac-Amaru au XVIIIe siècle. Et c'est le fameux tableau du mariage de la dernière princesse Inca, ici en bas. Vous voyez, le côté gauche, c'est le neveu de San Ignacio de Loyola et la fille de la nièce en fait, de Tupac Amaru, le premier, le dernier Inca de Vilcabamba. Et ils se sont mariés. Et à la côté droite, c'est la fille de Lorenza, qui est mariée avec Juan de Borja, un autre aristocrate espagnol. Et au centre, vous voyez à San Ignacio de Loyola et Francisco de Borja,
non, qui est aussi lié avec Juan de Borja. Et au centre même de la composition, vous voyez le soleil des Incas couvert par l'emblème des Jésuites. Alors, c'est une iconographie impossible, évidemment, parce qu'il s'agit de deux mariages en deux moments distants et en deux lieux différents. Il s'agit le mariage de Béatrice à Cusco et le mariage de Lorenza à Madrid 40 ans plus tard. Alors, c'est une histoire pas possible, mais c'est un portrait très important et a été utilisé par les jésuites comme un outil politique pour montrer jusqu'au XVIIIe siècle l'alliance des sangs qui était signée parmi les jésuites et les Incas. Et même, un thème très intéressant, c'est que pour Lorenza, ils ont créé le marquisat le marquesado de Oropesa, qui a été un marquesado, un titre nobiliaire indien, en fait, qui a été, après, quelques siècles plus tard, réclamé par Tupac Amaru le deuxième, comme partie de ces revendications qui n'a pas été attendue par la couronne, qui a déclenché la révolte des Indiens au XVIIIe siècle. Jusqu'ici, c'est ce qui s'est passé. Je vais passer un peu rapidement qu'est-ce qui s'est passé dans les périodes qui ont précédé l'ère contemporaine, l'ère moderne, non? Et ici, qu'est-ce qui s'est passé après la colonie est finie, l'indépendance est commencée il y a 2 ans, comme on disait, c'est l'anniversaire du bicentenaire de l'indépendance du Pérou. Et l'art a passé par une période très intéressante, mais c'est pas le moment de raconter tout ça. Mais ce que je veux voir ici, c'est en quel moment les passés précolombiens, les anciens gloires anciennes du Pérou ont commencé à reprendre sa place dans la peinture. Au XIXe siècle, l'art mondial était dominé, comme vous savez bien, par l'Académie française, la peinture académique française, et pas mal de Sud-Américains, des artistes du continent ont été boursiers à Paris, ou à Rome, ou à Florence, pour apprendre les métiers des grands maîtres européens. Parmi eux, il y en a plusieurs Péruviens qui ont été aussi là, évidemment. Bacaflor, enfin, il y a une longue liste de Péruviens qui ont parti en France et on a pris les métiers des maîtres académiciens français. Et parmi eux, Francisco Lasso, qui est né au début du 19e siècle, dans les années 20, fils d'une famille aristocratique du sud du Pérou. Lui-même a été à l'avant-garde, c'est le premier artiste qui a utilisé la photographie pour faire des tableaux. Et c'est lui aussi le premier qui a introduit les thèmes et les sujets andins et indiens sur la peinture. Ce tableau même, il était dans des moments distants à Paris, différent. Et il était d'abord dans les années 50 à Paris. Et quand il est rentré en son deuxième séjour à Paris, dont il était boursier du gouvernement péruvien, dans l'année 1855, il a peint ce tableau. Il s'appelle l'habitant de la cordillère ou les potiers indins, non? Et c'est un tableau intéressant parce que c'est la première fois qu'un peintre académicien fait un portrait d'un Indien, bien qu'un Indien métis, avec des vêtements curieux, et il porte un pot de céramique de la côte nord du Pérou, un prisonnier mochica, en fait, au moche, non? Comme on sait.
et c'est la première fois que ça a commencé. Et c'est lui-même qui a commencé à faire des tableaux dont il représente les différences raciales entre les Péruviens. C'est un peintre qu'il faut le suivre si vous êtes intéressé sur ces thèmes. Vous prenez Francisco Lasso à l'internet, vous allez trouver des pièces vraiment extraordinaires. Et c'est très classique. C'est il fait des grands portraits. Et alors c'est lui, c'est lui qui a ouvert en fait la porte à regarder, au moins au départ, les mondes indiens d'une manière distante. Et Teófilo Castillo aussi, c'est un autre artiste, c'est un critique, c'est un photographe péruvien qui a été très actif à la fin du 19e siècle. Il a fait un long voyage en Europe, il a été à Paris, en Italie, un peu partout. Il a même ouvert une première académie d'art à Lima, bien avant la fondation de l'école des beaux-arts de Lima. Et c'est lui qui, par exemple, ici, on voit à nouveau un portrait d'un guerrier Moche aussi, au début du XXe siècle. Ce sont les deux premiers artistes qui ont commencé, enfin, qui ont montré le passé précolombien dans la peinture. Lui, Castillo, c'est plutôt fameux, ou plutôt connu par par ces tableaux dont il fait une vision romantique de la période coloniale, un peu quelques indices qui illustrent les traditions de Palma, etc. Non? Mais c'est un peintre très intéressant. C'est un critique d'art. Il a fait un long voyage partout en Amérique du Sud. Il est même mort en Argentine. Non? Et il a fait des longs voyages essayant de faire une synthèse de l'art de l'Amérique du Sud. Mais il faut attendre les années 20, les années 30, dont José Sabogal, un peintre péruvien originaire de Cajatamo, du nord du Pérou, qui a fait un parcours très intéressant. Il a rentré au Pérou par l'Argentine. Il a fait son parcours à Buenos Aires et à tout le nord de l'Argentine, dont on a commencé déjà un peu partout dans le monde cet art qui essayait de trouver les racines nationales. Ça s'est passé en Scandinavie, ça s'est passé un peu partout. En Amérique du Sud, on essayait aussi de trouver notre racine en Argentine, au Pérou, en Bolivie. Ils se sont développés pas mal de mouvements nationalistes dans le sens culturel du terme. Et José Sabogal est entré au Pérou par Cusco, venant de l'Argentine. Et c'est là où il a montré, il a découvert le monde andin, et particulièrement de Cusco. Et c'est lui aussi qui, après le début de l'école des beaux-arts de Lima, qui était gérée au départ par Hernandez, qui était aussi un académicien formé en France, bien sûr, non? C'est lui qui a pris la direction de l'école des beaux-arts des années 30 à Lima, qui a bouleversé en fait la formation artistique au Pérou, parce qu'ils sont passés dès la tradition académique française, européenne, non? Ils sont passés radicalement à cette sorte d'expressionnisme andin, dont le sujet même était le monde indien percé. Ici sont déjà des interprétations. Et si vous voyez ici sur la gauche, en haut, vous voyez un conopa, cette sorte d'image de lama fait en pierre précolombienne. Ici, au centre, le torito de Pucará, que c'est une tradition qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui autour dans les villages de Pucará, qui, pour certains historiens d'art comme Stasny, c'est la continuation du conopa fini dans le taureau de Pucará. En quelque sorte, ce sont les mêmes caractéristiques, bien que les lamas aient été remplacés par les taureaux, l'animal plus puissant arrivé dans les Andes avec les Espagnols.
Ici, c'est une image très intéressante avec la création de l'Institut d'art péruvien. José Sabogal, Monsieur Lambarri, ici à droite, qui était un grand collectionniste d'art à Cusco, une famille qui sont une longue tradition enfin, philanthropique à Cusco, qui a une énorme collection de queros qui sont aujourd'hui dans les musées Inca de Cusco. Ils ont fait une première exhibition de queros coloniales, les queros Inca, à la ville de Lima, avec l'Institut d'art péruvien, dont a été surtout une découverte, et puis était un sujet de recherche pour Sabogal. Tous ses collègues à l'Institut d'art péruvien, ils ont travaillé, ils ont fait plusieurs publications sur les queros. Ils ont commencé à découvrir non seulement l'art précolombien, mais aussi l'art populaire. Ils ont fait des travaux très, très intéressants à propos de ces sujets. Ici, Cosi Salas, qui est un artiste aussi de l'époque, qui fait cette sculpture en marbre d'alpaca. Et vous voyez ici à droite, je fais un petit détail de conopas précolombiennes. Il y a un jeu, non, dont on essaye de trouver, de réinterpréter, de s'approprier, en fait, non, des images précolombiennes, coloniales, et même populaires, pour resignifier un peu et pour renouveler le discours plastique local. Oui, Mac, aussi. Et c'est après ces mouvements lidérés par Sabogal, c'était connu comme le mouvement indigéniste ou indigéniste, non? Et après cette période-là, ils sont apparus d'autres peintres qui ont réinterprété. C'est le cas de Cérvulo Gutiérrez, un peintre né à Ica, qui est un peintre qui après est devenu un très important peintre expressionniste péruvien. Et je voulais vous montrer ce tableau, Les Andes, non? Qui est loin de l'image seulement indienne ou plus caricaturesque en quelque sorte du monde indien. Il essaie dans ces portraits, c'est un portrait en fait des Andes, où les montagnes et les Indiens ensemble montrent un peu son caractère tragique, son caractère de souffrance, non? Et que c'est un tableau vraiment extraordinaire de la période. Et puis, il y a c'est Fernando de Cislo, c'est un peintre très actif dans les années 60, c'est parmi les premiers, c'est la première génération de peintres abstraits qui se sont présentés au Pérou. Fernando de Cislo, un peu comme Tamayo au Mexique, loin de cette vision trop anecdotique de la réalité locale, plutôt ils essaient de prendre l'esprit. Non, Fernando de Cislo prend des séries de tableaux avec des noms précolombiens. Il était très proche à José María Arguedas dans un moment, non? Et c'est justement cette idée de l'abstraction lyrique, l'expressionnisme abstrait, mais lié à l'esprit andin. Oui, évidemment, l'art populaire a commencé à prendre une importance très importante depuis les travaux qui ont été faits par Sabogal dans les années 30. Et après, ils ont fait pas mal de travail sur l'art populaire. Même lui a gagné un prix national de culture qui est devenu un scandale pour pas mal des artistes qui ne reconnaissent pas dans l'artisan un artiste. Enfin, c'est un débat aussi qui est ouvert et qui, heureusement, a été mis sur la table déjà quelques années. Et puis Alberto Quintanilla, qui est un peintre de Cusco, qui est parti à Cusco, à Paris très jeune. Il a étudié à l'École des Beaux-Arts de Paris et lui, il est resté longtemps. On s'est vu plusieurs fois à Paris, bien sûr, et dont il a
pris un peu l'esprit des mythes, des rêves andins. Lui-même vient de Cusco, c'est un personnage très imbué de la tradition de Cusco. Et c'est un peu cette sorte d'expressionnisme. Il fait des gravures, des tableaux, des huiles, des sculptures même, dernièrement ici à Lima, et qu'il lui aussi prend et reprend un peu la tradition des, euh, des passer d'un côté à l'autre, non? Essayer d'être sous la peinture contemporaine, transmettre les passés précolombiens ou les mythes d'origine ou la fantaisie même des peuples andines. Ici, c'est une pièce d'Alina Canciani, par exemple, c'est fait en bois et en plomb. Et ici, à côté, on voit ici les kéros avec les serpents qui tournent autour. Je viens de parler avec elle, je vous ai montré cette kéros, il était même surprise d'avoir fait quelque chose qui ressemble à quelque chose de précolombien sans que ça soit fait exprès au départ. Et ici, un des derniers tableaux que je voulais vous montrer, c'est Alfredo Marquez et Ángel Valdés qui ont fait ce fameux tableau collé de la Caja Negra au début des années 2000, qui en fait c'est une appropriation d'une trinité coloniale traditionnelle avec les trois personnages que vous trouvez ici sur la droite dans la partie supérieure, mais de côté gauche c'est déjà un discours beaucoup plus contemporain avec une lecture politique, symbolique de tout ce que signifie le pouvoir colonial, le pouvoir de l'Église et associé, il faut dire que ça s'est fait au plan de période de terrorisme au Pérou, la guerre qui s'est succédée au Pérou, la guerre interne, comme on dit ici, non? Et, et vous voyez en bas les têtes de quelques leaders du mouvement terroristes ou des mouvements et des personnages très complexes de la période qui correspond un peu aux années où le terrorisme était très dur et signifiait beaucoup pour le pays dans redécouvrir qu'est-ce que le Pérou aujourd'hui après 100 ans de colonies et 100 ans de l'influence européenne et combien le monde indien reste toujours part du monde occidental, non, d'un terme réel, non, social. C'était jusque-là où je voulais vous montrer un peu ce qui signifie cette discours constant de chercher dans le passé des symboles qui puissent nous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que j'ai les limites du temps. Euh, je vais vous montrer quelque chose qui succédait. Et c'est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans, en fait, au mois de février, à Madrid. Et à Madrid, ça se passe la foire internationale d'art contemporain, Arco Madrid. Ça se passe tous les ans. Et le Pérou était le pays invité. Et chose vraiment inusuelle, ces tableaux que vous voyez ici, c'est le mariage de la princesse Anka avec le neveu de San Ignacio de Loyola. C'est présenté au musée del Prado de Madrid. C'est un fait tout à fait extraordinaire parce que c'est la première fois qu'un tableau colonial se montre à côté de Velázquez, Murillo, Rivera et d'autres grands maîtres, Bosco, etc., dans un grand musée européen. Parce que jusqu'à présent, l'art colonial, l'art des Amériques de la période de la royauté a été entendu comme une peinture ethnographique et fait partie du musée d'Amérique de Madrid, mais pas du musée del Prado. Et on a fait des discours là dans ces musées. C'était très intéressant de voir combien
ô combien la discussion sur les périodes coloniales reste très vivante et très importante pour comprendre qui sommes-nous aujourd'hui. Si on passe outre la période coloniale, on ne serait pas jamais capable de comprendre qui nous sommes, les Péruviens aujourd'hui, si on ne passe pas par l'analyse et la compréhension de la période coloniale. C'est là où beaucoup de notre identité s'est passée et ce n'est pas possible de contourner. C'est là ici que vous voyez la peinture ici à côté de Velázquez, etc. Et je crois que je voulais vous montrer un peu la façade du musée, mais je crois qu'avec cette image, on a un aperçu de l'esprit de ce qu'on veut faire au musée de Osma à Lima, justement démontrer l'importance et la nécessité de parler, de discuter et de montrer la période coloniale comme une période essentielle pour la création de l'identité péruvienne aujourd'hui. Je crois que c'est une heure qu'on avait pour parler et je vais vous laisser quelques minutes pour des questions. Et bon, merci pour votre attention et pour votre patience. Si vous avez des questions, je suis... On a deux questions. La première question, c'est une question qui nous a été posée au début du webinaire pour savoir quand la nouvelle salle du musée a été inaugurée. C'est le 26 janvier 2017, c'est ça? Non? C'est ça. On a ouvert la salle en 2017, effectivement, il y a 4 ans, presque. Ça, c'était la première question. La deuxième question, savoir si le musée a déjà réalisé des visites virtuelles ou est-ce qu'il compte le faire? Bon, on est en train de refaire notre page web qui va être publique en quelques semaines. Mais si vous entrez dans le Facebook ou dans le YouTube du musée, vous allez voir, on a fait une trentaine de vidéos, non? Où on peut voir salle par salle, on peut faire plusieurs parcours du musée. Oui, on peut faire ça. Soit au musée Pedro de Osma chez YouTube au Facebook, et même à Instagram, mais surtout YouTube et Facebook, vous pouvez trouver ça. Eh bien, c'était tout, je crois, pour les questions. Si vous avez d'autres questions, on va peut-être laisser quelques secondes. N'hésitez pas à les faire parvenir. Ah voilà, j'ai une autre question de la part de Mariella. J'aimerais savoir si le musée de Osma envisage une exposition spécifique concernant le métissage dans la peinture coloniale. Je pense notamment à la série de 20 tableaux sur le métissage qui se trouve dans le musée d'anthropologie de Madrid. Bon, en fait, les parcours en fait, du musée d'Osma, on a changé quelques petites l'information, non? Et presque tout la peinture coloniale, il s'agit d'une peinture métisse. Alors, on a mis l'accent dans chaque salle sur certaines pièces qui montrent cela. Le musée d'Osma, malheureusement, n'a pas maintenant une salle d'exhibition temporaire. On aura plus tard. On va bâtir, on va construire un centre culturel à côté dans quelques années. Et là, on pourrait faire des expositions temporaires proprement dites. Non? Maintenant, ce qu'on fait, ce sont des parcours dans la collection dont on peut mettre l'accent sur un aspect ou l'autre. Mais l'aspect de métissage de l'art colonial est très présent dans notre discours. Ok, ben c'était la dernière question sur le chat. Merci Pedro Pablo Alessa pour cette présentation très complète sur le Museo de Pedro de Osma. Vous trouvez un peu l'adresse mail, le site internet d'ailleurs qui va être refait, c'est ça, dans pas longtemps. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Rosario Pajuelo, directrice de Prom Pérou France et Confédération Suisse,
pour la suite. Grand merci, félicitations Pedro Pablo, de nous avoir fait visiter les salles du musée et les trésors qu'il abrite. La magnifique collection de Tiahuanaco, de Queros Tiahuanaco. Et personnellement, ils m'ont beaucoup touché parce qu'on a pu voir dans les tombes et se montrer comme un art de la résistance lors de la transition de l'arrivée des Espagnols. Ces Queros aujourd'hui, on les utilise aussi comme un verre officiel pour les pisco sour, non? Une inspiration qui aussi dépasse tous les temps. Et justement, à la fin de ce webinaire, on va vous montrer quelques activités qui sont liées à Pisco Sour, mais avant tout, j'aimerais passer la parole à Yolanda Rigaud, présidente de CQP, qui va nous parler de 35 ans, l'anniversaire de ce centre culturel qui a fait beaucoup pour préserver la culture du Pérou en France. Allez-y, je te laisse la parole, Yolanda. Yolanda, il faut réactiver le micro. Oui, mais voilà, je crois que j'y suis. Vous m'entendez? Oui? Parfaitement. Bien, je voudrais remercier infiniment Pedro Pablo de ce magnifique exposé. Je voudrais aussi remercier Pérou, Charo, Malena, Lyon, pour nous donner cette opportunité au CQP parce que dans la situation actuelle, malheureusement, nous n'avons pas pu faire des rencontres dans le cadre de notre anniversaire, car, comme vous l'avez bien dit, en avril, nous avons 35 ans. Donc, j'ai ici la déclaration de CQP. Vous ne voyez rien, mais tant pis. Donc, c'est la déclaration officielle de la formation du Centre culturel péruvien en 86. C'était exactement le 4 avril 86. Donc, dans 3 jours, nous serons 35 ans. On est tout jeune, mais on a beaucoup d'espoir que cette année, les choses vont s'arranger et que nous allons pouvoir quand même fêter cet anniversaire. En moyenne, le CQP fait 30 activités par an. Et bien évidemment, en 2020, nous en avons fait, je crois que 4. Et cette année, pour le moment, aucune, sauf avec cette opportunité que nous avons avec Pérou de le faire grâce à Pedro Pablo. Et donc, j'ai dit bonjour à tous les adhérents et tous les amis de CQP qui sont actuellement en ligne. Et j'avais une question, Pedro Pablo. Déjà, cette orientation que le musée Pedro de Osma a prise, c'est grâce à toi, donc de mettre aussi en exposition des œuvres précoloniales. Est-ce que c'est déjà actualisé, c'est déjà acté? Et vous avez déjà une salle précoloniale. Je crois que Pedro Pablo n'a pas accès à son micro. Parce qu'il me semble que c'est une excellente idée d'avoir ces symbioses de cultures, de continents. C'est assez important et intemporel, puisqu'il y a aussi l'art moderne, que nous avons très bien avec ces peintres, ces artistes, ces artistes. Oui, Yolanda, la question pour moi, c'était très important parce qu'en fait, moi-même, je suis archéologue et historien d'art. Alors, ce qui se passe au Pérou, d'habitude, même ailleurs aussi, c'est que les archéologues font des affaires archéologiques, c'est-à-dire précolombiens, et les historiens d'art regardent l'art colonial et en avant. Non, c'est cette histoire de partager l'histoire de cette manière-là, moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il y a surtout de grandes lignes de continuité, non, qu'il faut seulement les regarder. Non? Alors, quand on voit ces Incas dans les portraits coloniaux du XVIIIe siècle,
19e siècle. Alors les Incas, où sont les Incas? Non? Où sont les traditions des Incas? Alors on voit la manière la plus facile, c'est aller chez les Queros, les Tupus. On voit que ce qui était utilisé il y a 1000 ans auparavant continue en utilisation jusqu'à aujourd'hui. Alors, ces deux éléments-là ont été très faciles de trouver. Non? Évidemment, pour un musée dont on essaie de montrer aux gens les grandes lignes de développement culturel, on ne peut pas détacher les périodes coloniales de la période précolombienne. Et on ne peut pas détacher non plus la période coloniale de l'époque contemporaine. C'est-à-dire, l'époque coloniale est finie officiellement il y a 200 ans. Mais combien de traditions indiennes, combien de traditions coloniales sont vivantes jusqu'à aujourd'hui? Alors, les dates, cette histoire des événements, dont les dates marquent le début et les fins d'une période, c'est une manière de lire l'histoire tout à fait archaïque, en fait. Non? C'est déjà, enfin, les Français ont travaillé tellement sur ça. La grande école française de l'histoire, justement, voit les longues périodes, les grands territoires où des choses se passent, comme c'est la Méditerranée. Depuis les Égyptiens jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Il faut essayer de lire l'histoire d'une manière ouverte. C'est vrai, tu as raison. Il n'y a pas de coupure, il y a toujours une continuité. Et ces échanges entre continents, comme ça a été le cas pour nous aussi. C'est important. Oui, et même quand on voit la peinture académicienne péruvienne, par exemple, héritière de l'Académie française, la peinture académique française au Pérou, comme le cas de Lasso même, non? Mais c'est lui qui va trouver les sujets distants, différents, non plus les références mythologiques traditionnelles de la peinture du 19e, mais il va trouver les Indiens, il va trouver la préoccupation locale, non? Qu'est-ce qui se passe au Pérou à ce moment-là? C'est vrai, très bien, c'est extraordinaire, je te remercie beaucoup. Et puis, à tous nos adhérents, c'est coupé, j'ai dit, je vous tiens au courant bientôt si la situation va progresser, va s'améliorer et que nous allons pouvoir faire quelque chose, je vous tiendrai bien sûr au courant. Et Pedro Pablo, on se verra bientôt, j'espère. Tu es venu en 2018, on avait fait une présentation, tu te souviens? Oui, j'étais 2 fois avec toi à Paris, non? Au 18, 19, oui, tu sais bien que pour moi, être à Paris, c'est toujours un plaisir de trouver des bons amis. Enfin, c'est une ville merveilleuse. Mais pour nous aussi, alors on espère te voir bientôt. Moi aussi, j'ai tellement envie de faire un voyage. On n'a pas pu bouger, parce qu'on a pour un petit temps encore, non? Je vous souhaite en fait tous passer cette période de la meilleure manière possible, non? Parce que c'est un temps très dur, ça qui nous touche à tous. J'imagine que le musée est fermé, Pedro Pablo. La salle de platerie d'argent, et on va faire pas mal arrangements qu'on doit faire dans les musées. On va profiter de cet temps pour organiser quelque chose. Oui. Et puis, c'est pas le moment d'ouvrir maintenant. Eh bien, bonne continuation et encore une fois, un grand merci. Merci Charo, merci Malena, Guillaume et à vous tous ceux qui sont présents. Là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'est coupé présents et je leur dis bonjour, merci et à très bientôt. Merci Yolanda, merci Pedro, Pablo. Avant de se quitter, je vais redonner la parole à Rosario Pajuelo, directrice de Prompérou France et Confédération Suisse, pour nous parler un peu des activités que Prompérou organise en el marco del bicentenario, donc dans le cadre du bicentenaire du Pérou 2021. Donc je laisse la parole à Rosario et puis en même temps je vais vous partager aussi un petit document pour que vous puissiez voir un peu un aperçu global des activités de Prompérou France et Confédération Suisse. Normalement, vous devez voir mon écran là, c'est bon. Merci Guillaume. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier toute mon équipe, notamment Marilena Corbès,
qui est spécialiste pour le tourisme dans notre bureau. Mais aussi, il y a des personnes présentes qui nous accompagnent. Gabriela Dagnino, Eduardo Leyequen, Guillaume et Marie-Morgane. Alors, nous faisons toute une équipe vraiment très dynamique. Malgré la pandémie, on a beaucoup travaillé pour montrer le mieux du Pérou, surtout en ce moment, que nos pays le méritent bien. Nous sommes fiers de dire que nous sommes parmi les bureaux les plus actifs au monde. On va vous communiquer les activités qu'on a programmées cette année, parce que nous avons tous les semaines différentes activités, mais surtout, et lors du bicentenaire, on a organisé un concours pour promouvoir la fibre d'alpaca, le trésor des Andes, non, avec une alliance, un partenariat qu'on a signé avec l'école ESMOD de Paris, plus de 15 branches au monde. C'est la plus ancienne école de mode basée à Paris. 60 élèves de l'école se sont inscrits pour participer au concours, l'Alpaca Award, et nous avons fait venir des fils d'alpaga. En ce moment, ils travaillent dans différentes branches à Paris, à Lyon, Bordeaux, Rennes et Roubaix. Et la finale de ce concours, qui aura un jury spécial, des journalistes, des spécialistes, des directeurs de collections de différentes marques, maisons de mode françaises, et se tiendra la finale au mois de juin. C'est très important parce qu'on va bien positionner la marque nationale Alpaca del Pérou, non? Et défendre aussi la qualité de notre fibre et obtenir ou élargir les marchés sur la France et la Suisse. Ensuite, nous avons un autre événement. Nous venons de lancer un concours des menus du bicentenaire pour promouvoir l'utilisation des superfoods, super aliments, les ingrédients du Pérou. Non? Et ce concours est adressé aux différents restaurants péruviens en France, mais pas seulement aux professionnels. On a ouvert une catégorie pour les amateurs. Si vous êtes intéressé à participer, vous pouvez prendre place, nous écrire pour vous envoyer les bases de concours. Et ce sera une fête nationale parce que la finale, la première séance, se tiendra au mois de juillet lors de notre fête nationale. Le troisième, alors c'est aussi un événement assez important pour la gastronomie parce que c'est le moteur de notre économie aujourd'hui, la gastronomie. On a beaucoup avancé. On a montré qu'aujourd'hui, le Pérou est considéré parmi les destinations mondiales culinaires. Et pour cela, nous sommes l'invité d'honneur pour le Festival gastronomique de Paris, l'Omnivore 2021. Non? Tous sont invités de venir au mois de septembre, entre le 11 et 13 septembre, pour voir les meilleurs chefs du Pérou qui viendront, mais aussi les chefs qui sont ici en France. Non? Déjà, nous avons un restaurant avec une étoile Michelin à Lyon. Et alors, on va s'y présenter des différents des produits du terroir péruvien, le pisco, et vraiment tout un concept gastronomique auprès vraiment le monde professionnel de la gastronomie. Ce sera au Parc Floral à Paris. Bon, finalement, on va finir cette rencontre avec une vidéo qui va résumer un événement qu'on a lancé lundi cette semaine. Vraiment, c'était difficile d'organiser au milieu de ces pandémies, mais vraiment là, on est très content parce qu'on a eu beaucoup de succès. Et c'est le Pisco College. C'est une école de Pisco, une plateforme de formation pour les barman professionnels, pour les acheteurs des chaînes de la restauration, de l'ORECA, hôtel, restauration et catering, pour promouvoir notre boisson de style péruvien national et aussi les positionner dans tous ces réseaux et la chaîne commerciale. Et pour cela, on a signé aussi un accord avec l'Association des barman de France et nous avons, entre nos formateurs,
au meilleur ouvrier de France. Christophe Avoine, qui est une personnalité, c'est le champion de la France pour la coctellerie, et c'est lui qui entraîne lors de toutes les séances qu'on va voir cette année, le Pisco College Paris. Alors, on vous laisse avec cette vidéo que je pense que vous allez aimer. Merci beaucoup à tous. Hein. Vine aquí a París crear un Pisco College que no va a tener fin, o sea, va a ser continuo, va a ser todos los años, ¿no? Hasta posicionarnos. Très content d'avoir pu animer cette première session des Pisco Collège. Je pense que la première est aussi peut-être la plus importante pour lancer la dynamique et commencer à faire parler un peu plus de l'association des barman de France et du Pisco en France. Très intéressant de redécouvrir le pisco, de redécouvrir son mode d'élaboration, les attraits que peut avoir ce produit, et notamment nous dans notre bar, c'est-à-dire le faire peut-être un petit peu plus découvrir au travers de notre gamme de bouteilles.